Donc je suis très heureux de partager avec vous l'expérience de ce projet que nous avons conduit au sein de BNP Paribas. Au fond, il faut se souvenir que Simple et Efficient, c'est l'investissement historiquement le plus important conduit en interne par le groupe. Bien entendu, il y a eu des acquisitions externes qui étaient supérieures en termes d'investissement, mais en interne, c'est le plus important investissement réalisé par le groupe, à hauteur de 2 milliards d'euros. C'est le bon moment d'en parler puisque le projet se termine en 2016 et qu'on n'est pas très loin de la fin 2016 et donc on a désormais suffisamment de recul pour voir finalement ce qui a fonctionné et raisonner sur les résultats du projet. Alors ça on va passer, voilà. Donc ce que je vais faire avec vous, contrairement à ce que ce slide montre, c'est en réalité trois choses. Donc l'anglais est beaucoup plus efficace en général, mais Simple et Efficient at a glance, en réalité, c'est en un clin d'œil, ça va être 3 slides qui vont balayer avec vous les objectifs. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce projet ? Ça, c'est un point qui est important. D'autre part, la carte d'identité du projet, voilà. De quoi s'agit-il ? Et puis, le troisième élément, ce sont les résultats. Les résultats, qu'est-ce qu'on a atteint ? Bon, ensuite, je vous dirai comment ça s'est déroulé, les 3 phases, et puis le contenu, les axes et les leviers qui ont été déployés dans le groupe. Et enfin, j'en viendrai à la partie plus longue, sur la partie méthodologique, c'est-à-dire comment on a conduit le projet au sein du groupe, avec les principes, la façon dont on a exécuté le projet. Et enfin, on finira par la magie, voilà, avec ce que j'appelle le carré magique, pour essayer de se réveiller un peu ce matin. Voilà. Alors, la première chose, les objectifs. Donc, au fond, ce dont il faut se souvenir, c'est que ce projet, comme vous l'avez dit, a été lancé à fin 2012. Alors, qu'est-ce qui se passe à fin 2012 ? Le groupe BNP Paribas n'est pas en stress. On a subi la crise comme tout le monde, mais en réalité, quand on regarde la situation, le groupe BNP Paribas est en position à peu près de 1 point de ROE, de Return on Equity, de plus que par rapport à ses principaux concurrents. Il y a le sentiment en interne qu'on n'est pas si mauvais que ça et que finalement on continue à faire notre chemin dans des conditions relativement confortables par rapport aux voisins. Et donc, c'est pas tout à fait évident de se dire qu'il va falloir en rajouter une louche par rapport à un corps social qui considère que, ben voilà, il fait bien son job. Et en réalité, je crois qu'on peut dire que l'impulsion, elle est vraiment venue vraiment du haut. C'est Jean-Laurent Bonnafé et c'est lui seul qui a impulsé cette idée et qui l'a vendue à son COMEX, à son comité exécutif, avec des discussions, puisque voilà, c'était pas tout à fait évident, et ensuite avec des discussions avec les top managers, et il a fallu trouver des arguments. Et au fond, on est un peu tourné autour de ces arguments. Le programme a eu un peu de mal à imprimer en termes de vision et de mouvement. Et le seul argument, enfin à mes yeux, on peut discuter, qui a fait mouche, c'est le fait de dire que c'est pas tellement par rapport aux concurrents qu'il faut raisonner, c'est pas tellement par rapport aux efforts et là où on en est qu'il faut raisonner, c'est le fait qu'on est dans l'industrie bancaire, que la rentabilité, c'est les moyens du développement de la banque du fait de la réglementation, et que quand on observe sur le marché la rentabilité des banques, tout confondu, et du secteur privé, et du secteur non bancaire, les banques, en 2012, avaient une rentabilité 2 fois moindre que le secteur non bancaire. Et donc, c'est pas parce que vous êtes à 8% et que le secteur est à 7% que c'est bien. Quand le secteur privé non bancaire est à 14%, évidemment, en dynamique, vous n'allez pas pouvoir générer, ni par l'externe, par appel de fonds, ni par l'interne, une rentabilité propre à vous développer. Donc, si on veut se développer, si on veut continuer à être un acteur ambitieux, il y a une chose à faire qui est intelligente, c'est de travailler son return on equity et d'essayer de gagner 2 points de return on equity. Voilà. Donc, je vous explique tout ça, tout ce passage, parce qu'au fond, c'est très important en amont
pour que le mouvement s'enclenche, que la vision soit partagée et que le pourquoi soit partagé. Et là-dessus, ça n'a pas été tout à fait immédiat. Voilà. Alors, donc ça, la genèse du programme, c'est d'abord Efficient. Hein, ça s'appelle Simple et Efficient, mais c'est d'abord Efficient. Simple n'existait pas au moment de la genèse du programme. Puis ensuite, on a un audit social dans le groupe qui est qu'on interroge les collaborateurs du groupe tous les ans. Et alors, en fait, c'est un audit social qui a quand même une vertu extraordinaire, c'est que ça nous donne des informations sur, il y a 70 à 75%, ça dépend des années, de répondants, donc sur 185 000 personnes, ça fait beaucoup de répondants, avec des questions qui sont homogènes d'une année à l'autre. Donc même si les niveaux sont difficiles à interpréter, les évolutions, quand elles arrivent, elles disent des choses. À la fin 2012, pardon, l'audit social montre clairement qu'il y a un certain nombre de collaborateurs du groupe qui considèrent que le groupe est lourd, qui ne va pas assez vite, que les décisions se prennent lentement, que le pouvoir, l'empowerment, les délégations, tout ça, ça ne fonctionne pas terriblement. Et donc, l'idée d'accoler un volet simplification pour gagner un tout petit peu en agilité et en pertinence par rapport à ce que nous disait l'audit social a germé. Et donc, l'efficient est devenu efficient and simple. Puis après, ne me demandez pas pourquoi, c'est devenu simple efficient. Ça, c'est la magie des réunions au plus haut niveau où là, paf, ça change. Bon, alors après, on va y revenir après, mais voilà, en synthèse, le programme, c'est quoi? C'est d'une part les actions de simplification sur les structures, les process, les modes de travail, et les actions d'efficacité sur les relations avec la clientèle, le mode de relation qu'on a avec la clientèle, le modèle opérationnel, la façon dont on dépense et la rationalisation des actifs informatiques et immobiliers. Bon, tout ça généré avec, au sein de chacune des entités opérationnelles du groupe, donc dans tous les métiers et dans toutes les fonctions, c'est 7 axes étaient à décliner. Et puis, transversalement, pour accroître la simplification, des actions transversales sponsorisées toutes par un ou plusieurs membres du comité exécutif étaient lancées, par exemple, ce qu'on appelle simple working, essayons de travailler de façon plus simple, digital working, les reporting, la MOA, la MOE, comment on l'articule mieux, voilà, etc. Alors, et puis après, donc les chiffres globaux, on voit bien que tout ça a donné lieu à une fantastique mécanique, puisque là, il y a le chiffre 2700 projets, 1400 programmes. Bon, un programme, c'est juste une unité managériale. Il peut y avoir un programme qui fait plusieurs projets, un projet informatique, par exemple, et un projet non informatique. Bon, peu importe. Mais donc, vous voyez bien que les chiffres montrent qu'on est sur des gros chiffres, que ce programme a concerné l'ensemble du groupe et qu'il a été monitoré avec une granularité assez fine. Le rappel de l'enveloppe de l'investissement, c'est 2 milliards, je l'ai dit en introduction, et les savings, c'est-à-dire les économies en année pleine récurrente, donc c'est 3 milliards 3, voilà, à partir de 2016. Alors, les résultats, et j'aurais fini avec Simple Efficient at a Glance, les résultats, vous les voyez, au début, le programme était envisagé sur 3 ans, c'est-à-dire en 2015. Il était prévu de faire 2 milliards d'euros de synergie en 2015 avec un investissement de 1,5 milliard. Et au fil de l'eau, l'appétit vient en mangeant, on s'est aperçu que la mécanique tournait bien, que finalement le corps social achetait bien l'idée qu'on n'était pas sur un programme simplement d'économie, parce que l'économie, voilà, tu dois faire plus avec moins, mais on était sur un programme d'accompagnement, puisque il y avait un investissement et il y avait de l'argent qui était donné pour accomplir la transformation. Et donc, de ce point de vue-là, cette mécanique, une fois que les collaborateurs et le management se l'est approprié, c'est la possibilité de faire des choses qu'on n'aurait jamais pu faire si on n'avait pas été aidé, ou de faire des choses bien plus vite
que ce qu'on aurait fait si on n'avait pas été aidé. Et donc ça devient positif, ça ne devient pas une contrainte, ça devient une opportunité à saisir. Et donc, tout à coup, les managers qui étaient un petit peu réticents au départ étaient au contraire friands de donnez-nous-en un peu plus, et comme ça on va en faire un peu plus. Voilà. Bon, donc vous voyez que le programme a évolué. Alors maintenant, comment ça s'est déroulé? 3 phases. La première phase, qui est une phase préliminaire, qui était donc qui s'est déroulée septembre. Alors il y avait le mois d'août aussi. Bon, voilà. Donc septembre 2012, qui a considéré à cadrer les choses, c'est-à-dire c'est quoi l'objectif global et finalement comment cet objectif global d'efficiency se décline entre les différentes business units et les fonctions. Et donc, le parti pris a été de dire on ne va pas imposer un objectif identique à tout le monde. L'objectif va être décliné selon les situations concurrentielles. Il y a des métiers qui sont plus à stress que d'autres. Selon les performances relatives des métiers, il y a des métiers qui sont plus ou moins en avance dans l'efficacité. Et puis, on va, par principe, faire en sorte que les fonctions, elles, qui ne sont pas dans les business, sont à l'objectif maximal. Donc, en gros, c'était entre 5 et 10% de baisse de coûts, selon que vous étiez dans la catégorie confortable ou la catégorie, disons, un peu plus exigeante. Voilà. Donc, ça a été une phase qui s'est faite et finalement assez vite et assez simplement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de contestation longue, approfondie, tiens, mais pourquoi est-ce que je fais ça de plus que le voisin, etc. Finalement, ça s'est passé, ça n'a pas été un point qui a gratté. Alors après, il y a eu la phase 1, qui consiste, chacun est reparti, chacun des patrons, il y en avait 44 des business units et fonctions, chacun est reparti avec son objectif et a tout simplement regardé au sein de son territoire quelles étaient les initiatives qui permettaient d'arriver à cet objectif, donc bottom-up. Bon. Ensuite, donc ça a duré jusqu'à la fin de 2012, et ensuite la phase top-bottom, pardon. Et ensuite la phase bottom-up, qui consistait pour les groupes de travail, au sein de chaque entité, à bien valider les initiatives et à les traduire en forme de projet et à dire ce qui était possible, ce qui n'était pas possible, etc., à trier. Donc tout ça a été séquencé. Et ensuite, la phase d'implémentation qui, évidemment, démarre, se chevauche avec la deuxième phase, parce qu'il y a des projets qui sont beaucoup plus vite définis que d'autres. Et donc, il ne faut pas empêcher les projets qui sont prêts de démarrer. Le point ici, c'est que, en réalité, c'est ce qui est mis dans la phrase là, in fine, c'est que, en fait, tout était très standardisé. C'est-à-dire, et je pense que ça, c'est une idée très importante. C'est-à-dire qu'une initiative qui consiste à dire c'est génial, je vais économiser, je ne sais pas quoi, X millions d'euros, voilà, je vous la décris, ok, mais ça n'en devient pas un projet tant que cette initiative n'est pas convertie avec un sponsor, un responsable de programme, des jalons, etc. Et donc, et sinon, elle n'est pas prise en compte dans le programme. Donc, ça a un côté un tout petit peu rébarbatif. C'est un héritage de ce qu'on a eu par rapport aux fusions-rapprochements, ou dans les fusions-rapprochements, on a eu Paribas, Fortis, avec quelqu'un une société qui nous a accompagnés, qui n'était pas Investance, mais qui aurait pu l'être, naturellement, et dans lequel, finalement, cette espèce de gymnastique entre deux animaux qui se rapprochent, elle est absolument indispensable parce que les principes et les méthodes sont différentes de part et d'autre. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appliqué en interne cette méthodologie. Et donc, cette méthodologie qui, évidemment, nous empêche tous de considérer qu'on sait tout faire et qu'on le fait avec notre manière. Il fallait rentrer dans l'aiguille. Et là, ça a été une des difficultés aussi du programme au départ, c'est qu'au fond, les collaborateurs avaient vécu avec toute la remontée des informations un peu lourdes et avec des instruments un peu lourds dans les méthodes de rapprochement, et que tout à coup, on leur disait, ben voilà, on va repasser par cette case-là. Alors, donc ça, c'est les 3 phases, le déroulement, et après, le contenu. Donc, dans le contenu, je vous ai parlé des 3 axes de simplicité et des 4 axes d'efficacité.
Donc, je ne vais pas tout détailler, mais si vous voulez piocher des idées dans ces éléments, je pense qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Bon, les structures plus légères, on a commencé par faire du benchmark. Bon, là, sur la place, il y a le 8-8, c'est-à-dire que les bons animaux, entre guillemets, de la place, ont, entre le patron et l'employé, pas plus de 8 échelons hiérarchiques. Bon, c'est un modèle, voilà, bon, c'est un classique. Et puis, un manager, c'est bien quand il a 8 collaborateurs directs et pas 2. Tout ça, c'est tout simplement pour lutter contre le fait qu'il y a un empilage d'échelons, hein, et qu'en réalité, évidemment, la décision, elle est lente à prendre quand il y a beaucoup d'échelons, et quand il y a beaucoup d'adjoints qui n'ont comme vocation que d'être adjoints et puis qui ne dirigent pas grand-chose, etc. Donc, voilà, le 8-8, bon, je dois vous avouer qu'on n'est pas en 8-8 partout dans le groupe, hein, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ces axes, ils ont été donnés aux entités comme des pistes sur lesquelles ils pouvaient pianoter. Mais il n'y avait pas de normalisation de l'objectif de l'atteinte de ces axes. Hein, donc c'était un programme, je l'ai dit, le groupe n'était pas sous stress, le groupe était en amélioration, en volonté de faire mieux, mais sans driver fort et sans nécessité de démontrer au marché que demain on n'allait pas mourir. Bon, donc le delayering, donc il y a un certain nombre d'entités qui l'ont fait. On n'est pas encore en 8-8 partout dans le groupe, mais c'est quelque chose qui est planté. Hein, voilà, il y a une graine qui était plantée, qui a été plantée à l'occasion et qui continue à germer, hein, nonobstant le fait que le programme s'achève. Bon. Les legal entities, ça c'est le propre d'un groupe. Le groupe avait 1200 entités, bon, partout dans le monde, etc. Bon, on a essayé de l'en réduire, on en a réduit 15%. Bon, on a encore beaucoup d'entités, on en aura encore toujours beaucoup, mais c'est une espèce de rappel continu. Voilà, évidemment c'est plus simple quand il y a moins de legal entities. Le regroupement des équipes, bon, donc ça c'est quelque chose qu'on constate, qu'on a constaté dans toutes les opérations de rapprochement, etc. Les gens ne travaillent bien ensemble que quand ils arrivent à avoir une espèce de proximité. Donc, alors, traditionnellement, c'est la proximité géographique. Je pense que maintenant, on va sans doute évoluer avec des proximités qui sont données par la technologie. Mais rien ne remplace encore aujourd'hui le fait que c'est bien mieux quand les gens travaillent dans le même immeuble, hein, avec des espaces même partagés, avec des espaces dynamiques, etc. Donc c'est bien mieux. Bon, donc chaque fois qu'on fait ça, on simplifie la vie de beaucoup de gens. Voilà. Alors après, sur les process, donc là c'est assez évident, la digitalisation, etc. Je vais plutôt me focaliser sur une chose auquel je crois profondément, c'est la simplification de l'offre de produits et qui s'applique dans tous les domaines et pour toutes les entreprises. On crée beaucoup de produits et on oublie souvent d'éliminer le produit précédent. Et donc même quand il y a très peu de clients qui continuent à utiliser le produit, ben on continue à devoir le gérer en interne. Et évidemment, c'est à la fois compliqué, très coûteux et voilà. Donc, et c'est pas une démarche qui est poussée évidemment par les commerciaux, c'est un arrachement toujours d'aller dire aux clients que c'est fini. Et donc voilà. Donc ça, mais ça c'est une voie sur laquelle on n'a pas, on a avancé un peu, mais sans doute on n'a pas beaucoup avancé, ou pas suffisamment avancé par rapport à ce qu'on pourrait faire. Bon, après donc la simplification, tout ça c'est. Alors les modes de travail. Donc les modes de travail, on a essayé de bouger. Je vous dirais que c'est un domaine dans lequel on est moins vaillant en termes de résultats. On a essayé de bouger. Alors, il y avait d'abord des choses assez évidentes au niveau transversal. C'est que, évidemment, c'est très compliqué quand on a plus qu'un patron. Bon. Donc, quand vous avez plusieurs patrons, c'est compliqué pour le collaborateur. Et c'est compliqué ensuite pour savoir, finalement, quand ça ne va pas bien, qui a pris la décision. Bon, donc c'est pas une situation géniale. Or, on s'est aperçu qu'il y avait énormément de cas
où les collaborateurs avaient 2, 3, 4 patrons, enfin voilà, et puis hop, et donc c'était gentiment organisé, et donc c'était pas absolument génial. Donc ces cas-là, on a posé une règle qui consiste à dire il ne peut pas y avoir de double chef si vous n'êtes pas N-1 d'un comité exécutif d'une business unit. Bon, au-dessus, ça va, on accepte qu'il y ait des doubles chefs, mais en dessous, normalement, il n'y en a pas. Bon, alors évidemment, c'est une règle qui immédiatement a trouvé un certain nombre d'exceptions, parce que légalement, il y a les autorités américaines, il y a ceci, etc. Donc, ok, dès lors qu'on est obligé, why not? Mais à ce moment-là, il faut l'organiser, il faut voir qui fait quoi, il faut partitionner, enfin voilà. Et donc on a supprimé, bon, c'est voilà, 1500 cas de double fonction sur les 3000 identifiés. Bon, donc on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, mais je crois qu'il est quand même à moitié plein. Bon, après, les délégations, on s'est aperçu que c'était un point qui était remonté dans l'audit social. Donc il y a eu un travail qui a été conduit dans pas mal d'entités sur la base d'une démarche qui est intéressante, qui est la remontée des irritants. C'est-à-dire, il y a un certain nombre d'entités dans le groupe qui se sont dit, bon ben, pour me traiter en simplification, je vais demander à mes collaborateurs, c'est quoi les irritants? Je vais organiser la remontée des idées, je vais rendre transparent les idées que j'ai collectées, et je vais rendre transparent le plan d'action que j'ai pour traiter ces idées collectées. Et donc, la remontée des idées, ça, je pense que c'est une bonne pratique, parce qu'en réalité, vous verrez que ça marche, bon, quand on la met en action. Après, il y a eu les silos. Donc, alors ça, c'est un truc éternel. Enfin, je pense que dans toutes les grandes entreprises, évidemment, il y a une logique de ce que les collaborateurs, quand ils sont dans une entité, ils ont avec des objectifs propres à l'entité, et par conséquent, le voisin passe toujours après. Et le voisin est plutôt un empêchement quand il vous apporte pas du business. Bon, et donc voilà, et du business qui coche direct, et puis le temps consacré au business de l'autre. Bon, enfin, c'est quelque chose qui est éternel, mais qui peut être favorisé ou limité en fonction de l'organisation. Il y a, par exemple, je ne vais pas tous vous citer, mais il y a un exemple chez Arval, bon, notre filiale dans l'automobile. Ils ont effectivement modifié leur organisation en passant d'une organisation orientée service, nature de service, voilà, à une organisation client, donc one team. Donc, le staff d'Arval n'a plus été organisé avec ceux qui font, je sais pas, du support, du commerce, etc., mais organisé sur le mode, voilà, il y a une équipe qui gère un panel de clients, et dans cette équipe, il y a toutes les fonctions représentées. Ce qui fait qu'il y a un objectif commun, il y a le client. D'ailleurs, quand le client est vraiment considéré comme le boss dans une compagnie, ça marche mieux. Et donc, c'est tout à fait ce qu'a fait Arval pour réduire les silos. Et donc ça, c'est une opération intéressante. On ne l'a pas fait partout dans le groupe, hein, je vous cite cet exemple. Il y a encore des endroits où il faut vraiment qu'on s'en occupe. Alors, les work duplication aussi, c'est une chose qui est intéressante, c'est qu'on s'aperçoit dans un groupe aussi important que le nôtre, qu'en fait, il y a des tas de raisons pour lesquelles il y a des gens qui font la même chose voilà, à différents endroits, parce que il y a des pays, il y a des métiers, il y a des fonctions centrales, il y a des fonctions qui sont... Bon, donc, en réalité, dans la chaîne d'une chose à faire, il n'est pas rare qu'on fasse la même chose, ou qu'on fasse la même chose avec des outils différents, ce qui revient en général au même, parce qu'on passe beaucoup de temps à raccorder les reporting, les machins, la façon dont les gens... Et donc, on a travaillé dans un certain nombre de cas. Par exemple, je pense, je vais vous donner un exemple sur lequel évidemment on est très attentif à pas déshabiller la structure. Les risques. Bon, bah, les risques, entre les risques et les métiers, il y avait des analyses qui étaient faites de part et d'autre, avec des outils différents, avec des approches différentes, des gens qui se parlaient moyennement sur la base, et donc on a exigé, enfin on a imposé que l'outil soit unique, que les analyses soient uniques, et que l'analyse de risque soit faite une fois.
évidemment par les risques. Et donc là, voilà, on a éliminé une duplication. C'est très bête, mais c'est finalement, chaque fois qu'on regarde, enfin, dans un groupe de la taille du mien, c'est assez fréquent. Alors, sur les axes d'efficacité, donc les 4 axes, alors évidemment, vous voyez que l'axe sur le modèle opérationnel est le plus important, c'est normal, hein, voilà, donc, et c'est assez classique. Donc, je ne vais pas trop m'étendre. Le premier, c'est évidemment l'axe qui consiste à, et qui n'est pas fini et qui va nous accompagner post-2016 de façon assez violente, c'est le mode de relation avec les clients. Hein, donc, dans tous les environnements du groupe, les branches ne sont plus les mêmes en 2016 qu'en 2012. Hein, les branches ont diminué en nombre et surtout, elles ne sont pas organisées de la même manière. Hein, elles ne font pas tout et tout le temps et partout. Elles sont spécialisées, voilà, avec des modèles de conseil, puis des modèles de transaction, etc. Bon, le digital solution, bon, on pourra en parler si on parle plus d'innovation, mais on se rend compte qu'en réalité, les projets qui ont été conduits, de mon point de vue, ont tous comme caractéristique d'avoir été plus compliqués que ce qui avait été pensé au départ. C'est une réflexion, c'est-à-dire que sans doute, il faut s'y prendre de façon un peu adaptée. Quand on veut digitaliser, il ne faut surtout pas reproduire ce qu'on a dans le process actuel et considérer qu'il suffit de l'automatiser et le digitaliser. Là, on part souvent dans le mur. Il faut faire intervenir d'autres gens, faut faire du design thinking, faut développer en agile. Il y a des choses comme ça qui incitent à modifier la façon dont on travaille. Sinon, on y va, en tout cas, à coup sûr, lentement et de façon coûteuse. Et on n'y va peut-être pas. Alors, les asset rationalization, donc ça, c'est assez clair, l'IT, l'immobilier. Et alors, je voudrais juste dire un mot sur le smarter spending. Smarter spending, évidemment, au départ, c'est procurement. Donc, comment on diminue nos coûts en faisant du procurement, de la négociation, etc. Et en fait, en réalité, les choses les plus spectaculaires qui ont été faites au cours du programme, c'est pas de la négociation avec les fournisseurs. C'est de s'interroger toujours, est-ce qu'on achète vraiment ce dont on a besoin? Bon. Et si on pousse cette réflexion, alors c'est classique, sur la salle de marché, est-ce que tout le monde a besoin du Bloomberg le plus élaboré, etc. Bon, d'accord. Mais si on pousse cette réflexion, elle s'étend partout. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut faire le ménage 2 fois par jour ou est-ce qu'il suffit 2 fois par semaine? Point d'interrogation. Bon, et en fonction de ça, évidemment, vous achetez pas la même chose. Mais par exemple, est-ce que vous assurez, hein, on a beaucoup d'assurances dans le groupe. Bon, et donc on a fait une étude statistique sur les assurances du groupe. Et on s'est aperçu qu'on payait très cher pour n'être jamais indemnisé, parce que quand il y avait un gros sinistre, de toute façon, l'assureur vous démontre que vous n'avez pas agi en bon père de famille. Donc, forget it. Donc, on a tout simplement éliminé, et on a gagné des dizaines de millions. Bon, et voilà, on provisionne tranquillement en interne, et puis il ne se passera rien de plus qu'avant. Bon, donc, c'est juste, enfin, cet exemple parmi d'autres, mais c'est juste que, finalement, cette piste qui consiste à vraiment s'interroger sur ce qu'on achète, elle a été très vertueuse. Alors, après, j'en viens à la méthode. Donc, 5 principes, bon, qui vont vous paraître assez basiques, mais qui sont quand même assez puissants, enfin, en tout cas, qui nous ont permis, sans doute, d'arriver là où on voulait arriver. Le premier, c'est qu'il faut une gouvernance au bon niveau. Bon, et la gouvernance au bon niveau, comme c'était finalement une décision plutôt top, et ben, la gouvernance, s'assurer que ça marche, il fallait que ça soit logé là aussi. Et donc, tous les 15 jours, puis tous les mois, et maintenant, depuis début 2016, tous les trimestres, puisque maintenant, ça y est, le programme, il est... Donc, tous les 15 jours, le COMEX s'est assuré d'un mode de gouvernance et qui n'était pas formel. Et pourquoi il n'était pas formel? Parce que l'information qui était remontée au COMEX était standardisée. Elle était simple et standardisée, c'est-à-dire la météo des programmes avec un code extraordinairement simple.
et puis les écarts par rapport au budget sur les financials. Et hop, tout ce qui était en écart remontait. Et alors ça a une vertu extraordinaire, c'est qu'évidemment autour de la table, aucun des membres du COMEX n'avait envie d'apparaître comme le vilain petit canard, donc il y avait une émulation au contraire pour apparaître comme le premier de la classe. Et donc la météo n'est plus devenue un exercice qui n'était pas regardé par les responsables, mais elle était terriblement regardée, puisque de toute façon, elle ressortait au COMEX. Bon, donc, la contrainte ou le bonheur était internalisé chez chacun. Donc, ça, c'est le point. Donc, mais ça s'applique à n'importe quel projet. La gouvernance doit être située au bon niveau. La deuxième chose, c'est la responsabilité. La responsabilité, elle n'était pas sur l'équipe transversale, que ce soit Hervé Goisel, avec qui vous dirigez au départ, et puis sur moi, le projet n'y arrive pas, c'est pas ma responsabilité. La responsabilité, elle relève de chacun des responsables de business unit à qui on a donné l'objectif. Et il ne peut pas se réfugier sur quoi que ce soit. C'est sa responsabilité. Il n'est pas à l'heure, il n'est pas à l'heure, c'est lui qui n'est pas à l'heure. C'est personne d'autre. Donc ça, c'est aussi très important, parce qu'on n'a pas toujours fait ça dans le passé, dans le groupe. Le fait que la troisième chose, c'est qu'il faut animer. Voilà, c'est un processus qui est dans le groupe, mais qui est animé. Donc ça a été animé au départ, dans les phases préliminaires, avec l'aide du Boston Consulting Group. Bon, puis après, dans la phase d'application, le Boston, il est parti. Et donc, on a animé en interne le point. Pour être bien sûr que la météo arrive bien à l'heure, pour aider les gens à sortir de leurs problèmes, de leurs projets, à ne pas traiter les difficultés comme étant simplement des difficultés, puis que là, qu'on vous tombe dessus, mais à faciliter les choses. Donc tout ça, l'équipe transversale l'a fait. Et puis, il y a un point, c'est dans Simple Efficient, on avait un budget centralisé, c'est-à-dire que le budget, les 2 milliards, n'était pas réparti définitivement chez les entités. Voilà, vous avez cet argent, distribuez-le, il est à vous, faites ce que vous en voulez. Non, non, pas du tout. L'argent était effectivement alloué. D'ailleurs, par parenthèse, il était alloué, mais sans que Pierre-Paul et Jacques ne sachent ce qui était alloué à Alfred. Et ça, c'est une chose sur laquelle on a été assez strict, parce que évidemment, la nature est humaine. Je fais tant d'économies, tiens, combien l'autre en fait, et donc je veux avoir le prorata de l'enveloppe. Et donc ça, évidemment, on rentre dans des discussions qui sont sans intérêt et qui ne sont pas légitimes, puisqu'il y a des projets qui sont très coûteux et des projets qui ne sont pas coûteux. Donc, nous n'avons jamais réparti l'information du coût de transformation détaillé chez les uns et chez les autres. Voilà. Je crois qu'on a eu raison. Hein, évidemment, on a été attaqué, etc. Mais je crois qu'on a eu raison. Bon. Donc, après, un budget centralisé, au sens que je suis responsable de programme dans un métier donné. Quand je veux changer, quand je veux donner un peu plus, quand je veux avoir un peu plus d'argent, c'est pas mon responsable d'entité qui peut me le donner. Ça passe par l'équipe centrale qui regarde et qui dit OK, on est d'accord avec le change, on va le présenter, on va le faire avaliser par le COMEX. En réalité, tous les changes ont été analysés par l'équipe transversale et ont toujours été tamponnés par le COMEX. Mais l'idée que c'était le COMEX qui tamponnait in fine a évidemment facilité l'analyse des changements. Voilà, donc ça a été de façon systématique. Et puis, enfin, et ça c'est absolument clé, le reporting, j'en ai déjà touché, mais le reporting était standardisé. C'est-à-dire chacun ne vient pas avec son propre état pour vous démontrer que finalement, si on le prend dans ce sens-là, ça va très très bien, parce qu'il y a 3 périmètres, 3 façons d'interpréter. Puis alors si on le prend comme ça, c'est encore pire, c'est encore mieux. Bon, donc c'est standardisé, les méthodes sont standardisées, il n'y a pas d'interprétation, voilà, et chacun a les mêmes états. C'est-à-dire le responsable d'entité a le même état, l'équipe transversale, le COMEX, voilà, tout ça c'est une mécanique centralisée et homogène. Et une météo avec un rythme mensuel, parce que c'est le rythme qui convient au fait que quand on veut traiter les problèmes, il faut les traiter assez tôt, et une mécanique trimestrielle, parce que c'est comme ça que le groupe fonctionne. Voilà.
Alors, donc, ça, c'est les 5 principes. Ensuite, l'application, elle a été mise en œuvre, on a un peu surveillé le respect de la roadmap. Et alors, cette surveillance, elle s'est faite, finalement, j'ai déjà touché, mais donc, chaque responsable de programme a la responsabilité de respecter sa feuille de route. Bon. Ensuite, quand il n'est pas dans sa feuille de route, il doit rendre des comptes et il ne peut pas la changer. Il n'est pas autonome. Si par hasard, la feuille de route est différente de ce qui a été prévu, le responsable de l'entité, puisque les projets ils peuvent partir par le fond, etc., il n'y a pas de sujet que les projets partent par le fond ou rendent moins. C'est normal, c'est la vie. Mais à ce moment-là, parfait, on arrête celui-là, mais vous devez compenser. Donc il y a une compensation au niveau du responsable de l'entité, parce que les entités sont des ensembles relativement importants, puisqu'il s'agissait des business units et des fonctions. Et puis, les coûts de transformation ne vous appartiennent pas, ils ont été distribués, ils ont été alloués, mais ils peuvent être repris. Et donc on a repris beaucoup de coûts de transformation tout au long du projet. Alors, soit une fois on l'a fait de façon très désagréable, consistait à dire, voilà, le groupe reprend 150 millions. Bon, donc c'était assez sympa pour nous. Bon, donc on a été reprendre à droite et à gauche. Et finalement, le groupe a eu raison, parce que on en a repris encore après. Donc c'est normal. Il y a une surveillance. Le fait que chacun se couvre en demandant des moyens supérieurs à ses besoins. Et donc quand ça surveille, on arrive à optimiser et à en redonner aux entités qui en ont besoin. Bon. Donc ça, voilà. Après, ça c'est très important, donc, mais je l'ai déjà dit, donc je vais sauter, c'est la remontée des problèmes en temps réel pour les traiter. Voilà. Et une fois qu'on a... Alors la remontée en temps réel pour les traiter, et alors ce qui nous a un tout petit peu aidé, c'est que, évidemment, on a posé des règles, c'est-à-dire vous ne pouvez obtenir de l'argent supplémentaire que si votre projet, vous l'avez déclaré en difficulté. Si vous ne l'avez pas déclaré en difficulté, forget it, vous n'aurez rien. Bon, donc, quelque part, il y a une incitation à une météo transparente. Alors, bon, ça, après, c'est plus classique, je vais peut-être pas m'étendre. Voilà, on a appliqué des règles de projet que vous connaissez tous. Bon, je m'étends pas. On a fait un peu de com, bon, et puis voilà. Bon, mais ça, c'est... Voilà. Je voudrais en venir simplement au carré magique, parce qu'après ça, je voudrais peut-être qu'on ait un peu de temps pour échanger. Voilà, le carré magique, qui est, pour moi, ce que je retiens finalement de cette des recettes entre guillemets ou des principes qui, de mon point de vue, ont marché. Bon, la propriété de gouvernance, je l'ai dit, un bon niveau. Je me suis pas étendu sur ce que j'appelle le verrou financier. Le verrou financier, nous avons fait dans le groupe un certain nombre de projets aussi transversaux, qui n'avaient pas la même épaisseur ni la même importance que Simple Efficient dans le passé, dans lequel on s'apercevait que la somme des économies remontées par les projets n'avait rien à voir avec, en réalité, une entité donnée, l'évolution de ses coûts. Bon. Et sans qu'on puisse dire, ah bah oui, c'est lié au plan de développement, c'est lié à d'autres choses par ailleurs. Tout simplement parce que les économies n'y étaient pas. Et tout simplement parce que les économies avaient été chiffrées, avec sans doute beaucoup de conscience, par les responsables de projet, mais non validées par les financiers. Donc, on a mis en œuvre un verrou financier à 3 niveaux. La première, c'est que les savings devaient être validés par les financiers locaux. Premier niveau. Deuxième niveau, c'est que c'est la procédure du change que j'ai décrit, c'est-à-dire que quand on change les paramètres financiers, on en parle à l'équipe transversale et on doit obtenir l'autorisation. Et le troisième niveau, c'est ce qu'on appelle le waterfall en interne, c'est-à-dire que dans la définition des budgets de l'année N+1, c'est pas compliqué, il y a les réalisations de l'année N, on prend les économies que vous nous affichez pour Simple Efficient et on part de la nouvelle base. Et ainsi, si on a exagéré les savings qu'on fait par rapport à la réalité, on se retrouve au moment du budget relativement mal. Bon, donc assez vite,
il faut que ça soit relativement réaliste, parce que sinon, c'est un grand malheur pour la définition des budgets d'une année à l'autre. Voilà. Donc ça, c'est le verrou financier, et je pense que c'est très important. Après, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que des idées, c'est sympathique, mais c'est standardisé pour être pris en compte, transformation systématique. Et enfin, la surveillance par une météo sur la base d'une méthode standardisée et d'un instrument mécanisé. Alors, je voudrais, en conclusion, au-delà de ce que je vous ai dit, vous dire un tout petit mot sur Simple. Donc, je vous ai parlé beaucoup d'Efficient. Donc, Efficient, donc, parce que c'était, je vous l'ai dit, dans la genèse du projet, c'était évidemment un programme Efficient. Donc, Simple, on a fait des choses. C'est beaucoup plus compliqué. D'abord, on n'avait pas d'objectif central. Bon, là, il y a les économies, paf. Bon, on a donc simplement des objectifs qui sont finalement le suivi de l'audit social. Et en ce sens, la mécanique qu'on a injectée, qui consiste au sein de l'audit social, à isoler les questions qui relèvent du simple working, à les suivre, à les analyser, à les restituer à chacun des responsables, et à faire circuler les bonnes pratiques des uns et des autres, est une mécanique vertueuse en termes de méthodologie, qui ne garantit pas du résultat, mais une mécanique vertueuse en termes de méthodologie. La deuxième chose, c'est qu'il nous est arrivé, donc on a des items sur lesquels on n'a pas beaucoup progressé, mais on a des items sur lesquels on a progressé. Et les entités qui se sont occupées véritablement de la remontée des irritants et qui les ont traités, on a observé des évolutions positives. Donc, il y a un peu de confiance. Quand on s'en occupe, ça peut bouger en matière de Simple. Bon. La troisième chose, c'est que c'est un rocher de Sisyphe dans le secteur bancaire, parce que la compliance, la réglementation, etc., donc c'est atroce. Donc on a des règles sans arrêt qui nous viennent. Et donc la première chose qu'on fait quand on a une nouvelle règle, c'est qu'on met des nouveaux reports, des nouvelles méthodes de contrôle, que tout ça n'est pas forcément harmonisé dans le temps, ni avec les autres fonctions de contrôle, etc. Et donc que le groupe s'efforce désormais de faire en sorte que, et je pense que c'est un chantier pour demain, faire en sorte que finalement, risque, conformité, inspection, etc., travaillent sur des normes, des nomenclatures communes et harmonisent la façon dont ils analysent les choses et dont ils contrôlent les choses. Bon. Donc voilà. Donc sur Simple, il y a des avancées. Voilà, je dirais qu'il y a des avancées, mais que ces avancées se heurtent à un vent d'une violence extrême, adverse, et que la taille du groupe fait qu'on aura toujours des choses à faire. La bonne nouvelle, c'est que comme le groupe est très très diversifié, il y a donc des bonnes pratiques, et la circulation des bonnes pratiques, et j'en terminerai par là, il y a eu beaucoup de communication sur le programme en interne, et notamment non seulement de la présentation générale, mais aussi de la mise en lumière des réalisations des uns et des autres. Et donc, ça crée une émulation, et ça, c'est un ferment. Alors, je n'ai pas beaucoup parlé de votre thème d'innovation, mais je suis prêt à... Voilà, j'ai fini ce que je voulais vous dire.